L'actualité à la une ce matin, c'est le 4 août, date de l'avènement de la révolution démocratique et populaire en Haute-Volta, devenue Burkina Faso. 31 ans après, retour sur certaines grandes décisions de l'époque, comme le changement du nom du pays. À suivre des réactions des citoyens dans ce journal. Du reboisement pour réconcilier des frères en froid après un conflit. La scène se passe à Guénon dans les Naouri. La parenté à plaisanterie est mise à contribution pour retrouver la cohésion familiale sur place. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Cela fait 31 ans que des jeunes capitaines ont amorcé la révolution au Burkina. Aujourd'hui, nous avons promené notre micro à travers la ville pour donner la parole aux Burkinabés. Ils reviennent sur le nom Burkina Faso, suivis des propos recueillis au micro de C. Sylvesta. C'était un moment très épatant parce que ça a été un moment où beaucoup de choses ont changé au Burkina à partir du 4 août 1983. Parce qu'on a eu quand même la révolution qui a eu à faire un travail de changement, non seulement de mentalité, de comportement, mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés parce qu'il fallait quand même accepter un certain nombre de conditions et de pouvoir aller de l'avant. Il y a eu quand même pas mal de travaux d'intérêt commun qui étaient très intéressants, mais souvent peut-être mal compris, qui ont permis également de faire un certain nombre de réalisations socio-économiques très importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer parce qu'il y a eu des acquis, comme il y a eu des faiblesses. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est de travailler à éliminer ou à diminuer les faiblesses et de renforcer les acquis. Le 4 août 1984, à cette heure-ci, j'étais en direct, je faisais le direct pour le coin de la radio nationale. Alors, à l'époque, en 1984, il faut reconnaître que surtout les agents de la fonction publique, ceux qui étaient indélicats, avaient peur. Alors, avaient peur parce que tous les mercredis, ils risquaient d'être dégagés, suspendus, ou ceci ou cela. Donc ça avait instauré quand même une certaine gouvernance au niveau de la gestion de la chose publique. Il y a beaucoup de changements. Au niveau des vies même, leur mentalité, et puis même la ville. Il y a beaucoup de changements. Moi-même, j'ai vu à Ouaga, c'est un seul les SOP, feu rouge là, un seul. Mais maintenant, c'est combien? Même les étages comme ça, il n'y en avait pas. J'étais au primaire et quand on a dit que le Burkina, la Haute-Volta devenait le Burkina Faso, je pense qu'à partir de la définition de Burkina Faso qui veut dire le pays des hommes intègres. C'est ça qui m'a beaucoup marqué parce que les enseignants ont pris le temps de nous expliquer. J'étais enfant, c'est vrai, mais je voyais qu'il y avait une volonté d'aller de l'avant. Quand on a dit le Burkina Faso, on a senti quand même que les gens se sont investis parce qu'on a vu que c'est devenu en fait, comment dirais-je, un mouvement d'ensemble. De fait d'aller de l'avant. Après 30 ans au Burkina Faso, je vois quand même nette évolution de la cité. En partant, je vais prendre l'exemple quand même frappant, je vais parler des échangeurs qu'on rencontre à Armak, peut-être en Afrique. Et parmi les acteurs directs, il y avait le professeur Basile Leitar Guissou, ministre des Relations extérieures et de la coopération de l'époque. Il était là le jour où la Haute-Volta est devenue Burkina Faso. Mais pourquoi ce changement? Le chercheur à la retraite répond. Depuis 1978, un débat avait lieu dans les milieux intellectuels de notre pays de gauche, PAI, PCRV, ULC, pour savoir quel type de révolution notre pays a besoin. Et la réponse, c'était d'une révolution démocratique et populaire, à contenu économique bourgeois. Il faut que ça soit clair. Donc ceux qui suivaient savaient très bien que après le 4 août 1983, des mesures fortes devaient être prises pour marquer la rupture qui nous fait passer de la Haute-Volta coloniale, parce que c'était un nom colonial, c'est portugais je crois, c'est les Volta là, c'est un nom, c'est les Portugais qui ont donné ça et les Français ont ajouté Haute-Volta pour donner le nom au pays. Donc il fallait que la révolution marque la rupture en disant que dorénavant ce sont des fils de ce pays là
qui, à travers leur langue et leur culture, leur identité, baptisent leur pays pour assumer leur identité. Je pense que c'était un acte fort qui a montré à la face du monde que un changement politique avait eu lieu au Burkina Faso, dans ce pays-là, et que plus jamais nous n'allons nous retrouver en position de complexer par rapport à d'autres. Autre point de l'actualité, ce matin, l'opération d'achat de sachets plastiques et Tabobo du Lasso. Lancée en décembre dernier, elle vise à assainir la ville, mais aussi à permettre aux collecteurs de se procurer un peu de revenus. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu sur les sites de collecte vendredi dernier. Ali Traoré. La lutte pour la sauvegarde de l'environnement passe également par l'achat des déchets plastiques. Dénommée opération d'achat des déchets plastiques, cette activité qui couvre une période de 3 ans entre dans le cadre des mesures sociales adoptées par le gouvernement. Par cette activité, Salifou Ouedraogo veut faire du Burkina un pays sans déchets plastiques. Vous savez qu'on a voté une loi qui interdit l'importation, la commercialisation, la distribution des sachets plastiques non biodégradables. Nous avons pensé qu'il ne suffit pas seulement de voler cette loi-là. Il fallait aussi penser à gérer l'existant. Parce qu'il y a des sachets qui sont déjà dans la nature depuis des années. Dans chaque région, nous allons aider les autorités locales à déterminer un endroit pour construire ce qu'on appelle des entrepôts, le stockage des déchets plastiques. Nous allons aussi installer dans chaque région un broyeur. Et surtout, nous allons dans chaque région demander aux autorités locales de nous aider à identifier des acteurs qui sont décidés à nous accompagner dans notre politique-là en matière de collecte des sachets et des déchets plastiques. La réussite de ce combat passe nécessairement donc par l'implication des autorités communales. Je pense que c'est une opportunité pour la commune de Bordeaux-la-Soie que nous devons saisir très rapidement pour assainir dans notre cadre de vie. Et toi, je lance un appel à tous les Bobolais de s'impliquer véritablement dans cette lutte qui est vraiment notre lutte commune. En tout cas, je lance un appel aux associations, aux individus, à tout le monde. Comme dit la loterie nationale, gratter à l'argent dedans, les sachets plastiques, et trouver les sachets plastiques, il y a l'argent dedans. Non seulement ça, nous profitons aussi pour assainir nos cadres de vie. Pour ces 48 heures d'opération, ce sont plus de 500 kg de sachets qui ont été collectés par les agents sur place à raison de 200 francs le kilogramme pour les sachets propres et 125 francs pour ceux qui sont sales. Nous savons qu'à Bobo, on peut en avoir plus. Bon, peut-être que c'est une question de communication, peut-être que le message n'est pas passé. Ceux qui ont des sachets, qui ont des stocks à la maison, ou bien stockés quelque part, nous sommes à la direction provinciale de l'environnement et du développement durable. Donc qu'ils viennent, nous sommes là, c'est liquide, l'argent liquide. Donc vous pesez, on compte votre argent, on vous le remet et puis c'est fini. Cette opération d'achat de déchets plastiques va couvrir tout le territoire national. L'appel est lancé donc à toute la population à assainir la ville tout en se procurant des ressources financières. Réconcilier par le reboisement, voici l'idée originale de l'amicale des parents à Plaisanterie, Bissagourounsi. L'activité a été choisie pour resserrer les liens entre les frères Liliou et Akongba de Guénon, divisés depuis mars 2012 par un conflit. Osval Gaëtan Segda. Un baobab mis en terre, celui de la réconciliation, tout un symbole à Guénon, village de la commune de Tiébélé dans la province du Naouri. Meurtri depuis 2012 par un conflit fratricide, Guénon est en quête d'une cohésion sociale. Et la solution pourrait venir de ce reboisement initié par l'amicale des parents à Plaisanterie, Bissagourounsi. Les deux familles ne se parlaient pas. Et vous avez vu, les deux familles, ils se sont pardonnés, ils ont planté l'arbre, ils ont jeté les colombes. Donc vraiment, nous sommes vraiment dépassés. L'amicale ne fait pas les trucs au hasard. Nous avons invité le ministre de l'Environnement et du Développement durable parce qu'il est le neveu des Gourounsi. Et quand le neveu demande quelque chose, il ne peut pas refuser. La journée est pleine de symboles. Une plantation d'arbres et un jet de colombes qui engagent désormais les deux familles à regarder dans la même direction. Si cet acte de reboisement, cet appel à la solidarité, à la fraternité, ces plans qu'ils vont mettre sous terre peuvent servir à raviver l'élan de solidarité et de fraternité, nous allons faire œuvre utile. Parce que comme nous avons dit, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement durable. Alors que nous passons
en longueur de journée à parler de développement durable, à parler de lutte contre la pauvreté. Mais tout cela, ça ne peut être atteint que dans un cadre, un environnement plus ou moins apaisé, plus ou moins sain. Le témoin du prochain camp de reboisement a été remis à Zabré, une localité Bissa, également en quête d'une cohésion sociale. La paix était aussi l'une des activités phares de la coordination des jeunes leaders d'associations de Ouagadougou. Au-delà de la paix, on a parlé de l'emploi, du civisme et bien sûr de la culture. C'était l'essentiel de ces activités était la communication. C'est Sylvestre. Les militants de la coordination des jeunes leaders d'associations vont bénéficier au cours de cette journée organisée par les structures de 2 communications. L'une portera sur l'employabilité de la jeunesse et l'autre abordera la question du civisme et la culture de la paix. Les communications seront suivies d'échanges, questions de favoriser un partage d'idées et d'expériences. Les défis ici, nous savons qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui. Donc les jeunes qui vivent eux-mêmes les problèmes là doivent être à même donc de ressortir les problèmes et qu'ensemble nous puissions donc trouver les réponses à ces préoccupations-là. Mais nous disons également en ce qui concerne l'emploi, il y a souvent le fait que les jeunes n'ont pas les informations. Il peut y avoir des opportunités, mais les jeunes n'ont pas les informations. S'il n'y a pas d'informations, ce qui pose souvent même le problème d'employabilité aussi de la jeunesse. Donc je pense que les réflexions également vont aller dans ce sens pour qu'ensemble nous puissions trouver donc une solution viable pour ces problèmes qui sont posés au niveau donc de la jeunesse. La coordination des jeunes leaders d'associations prévoit des activités similaires dans différentes provinces et régions du Burkina. Elle entend ainsi remplir la mission qu'elle s'est assignée à sa création en mai 2014. Les objectifs de la COJEL sont entre autres développer le leadership participatif des jeunes et promouvoir l'emploi, le civisme, le patriotisme et la culture de la paix au pays des hommes intègres. Quelle est l'étape du projet d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest? En juin dernier, le taux d'exécution était de 30%, alors que les responsables ont un objectif de 90% d'ici à la fin du mois de décembre. Pour accélérer, une rencontre réunit des experts pour parler d'engagement. Abdul Rasmane Zongo. Les acteurs du projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, projet du Burkina Faso, dénommé PRICAO BF, sont en concertation pour faire le point de l'exécution des programmes d'activité et du budget de l'année 2013. Le fait majeur de cette 5e session du comité de pilotage du projet est la révision du budget 2014. Ce projet est structurant pour notre pays puisqu'il va jouer un rôle important dans l'amélioration de la connectivité nationale et internationale du Burkina, en mettant en place des infrastructures de communication en fibre optique, par exemple de la frontière du Ghana au Burkina, en faisant une bretelle vers le pôle de croissance de Bagré. Et ensuite, ça va permettre aussi de mettre en place une infrastructure large bande, sans fil, pour le réseau interne du gouvernement que nous appelons Résina, et aussi permettre d'avoir de la bande passante, d'acheter de la bande passante pour accroître cette possibilité de connexion là au niveau du Burkina. À la date de fin juin 2014, le projet enregistre un taux d'engagement de 30% et de décaissement de 12%. Les prévisions, elles, s'établissent pour décembre 2014 à un taux d'engagement de 90%, contre un taux de décaissement de 50%. La région du Nord à l'heure de la gestion basée sur les résultats. Un projet permet de comprendre la stratégie de la sélection des indigents. À Waïguya, par exemple, l'opération permettra de répertorier des personnes indigentes qui vont bénéficier de soins gratuits. Herman Toy. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de financement basée sur les résultats FBR qu'intervient la présente rencontre d'information sur la méthode de sélection d'indigents présentée aux acteurs de la région du Nord. C'est un processus communautaire qui va engager tous ces acteurs-là dans la sélection. Voilà, donc pour avoir une sélection la plus efficiente possible. Les populations savent qui est indigent à partir des critères qui sont énoncés. Et ces critères, on les discute avec les membres de la cellule de sélection. Et après, c'est sur les 3 dimensions que nous avons évoquées tout à l'heure, pauvreté économique, il y a la question aussi de l'incapacité physique ou mentale,
Et il y a la question aussi de l'absence de soutien exogène ou endogène. Ce processus va permettre d'enregistrer 15 à 20% d'indigents dans chaque région concernée et les acteurs de la région du Nord se disent engagés à l'accompagner. Nous sommes confiants quant à la mise en œuvre de façon claire et réussite en tout cas de cette activité parce que les uns et les autres se sont engagés à s'accompagner les différents partenaires dans la mise en œuvre de cette stratégie dans la région du Nord. Le processus de mise en œuvre de la sélection débute en août et prend fin en octobre prochain. Les indigents repérés à travers cette opération vont bénéficier d'une prise en charge gratuite dans les centres de santé. Le financement basé sur les résultats intervient dans 5 régions du Burkina, à savoir la boucle du Mouhoun, le centre-est, le centre-nord, le sud-ouest et le nord. 255 enseignants pour servir l'éducation de base au Burkina. C'est le chiffre que l'école privée Sainte-Bernadette met à la disposition du service public. Cette promotion est la 2e de l'établissement et elle est sortie à Bobo du Lasso, Rokia Sanou. Et de 2 pour l'école privée de formation des enseignants du primaire EFEP Sainte-Bernadette. Sa 2e cuvée forte de 255 élèves maîtres vient de faire son entrée sur le marché de l'emploi au Burkina Faso. Le certificat d'aptitude pédagogique en poche après 2 ans de formation, la promotion 2014 a maintenant le regard tourné vers l'avenir avec comme priorité l'intégration dans la fonction publique. Le défi pour nous, c'est que ce diplôme puisse nous servir et valoir ce qui est le droit. Et je pense que nous sommes bien outillés, solides et aguerris de connaissances pour pouvoir donc rehausser les niveaux de l'éducation au Burkina Faso. On a fait 100%. Vraiment, on ne peut pas demander mieux au Seigneur. Je souhaite qu'ils soient tous admis à l'intégration. On a travaillé pour ça et je suis confiant. Ne versez pas dans la médiocrité en étant de piètres enseignants. Tels ont été les mots du directeur général de l'institution à l'endroit des sortants. Tout en les félicitant, le parrain les a pour sa part exhortés à s'armer de courage. Le métier d'enseignant est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, c'est un métier, j'allais dire, entre griffes et ingrat. Ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de courage et que, il faut qu'ils tiennent leur sacerdoce donc, en se munissant de beaucoup de persévérance. En 3 ans de fonctionnement, l'EFEP Sainte-Bernadette a déjà à son actif environ 500 enseignants formés et plus de 300 autres en cours de formation. À Ouagadougou, la 5e promotion du centre de formation de la Maison de la Femme a reçu ses diplômes. À l'occasion, le ministère de la Promotion de la Femme a donné près de 40 millions aux victimes de fistules. Des bourses d'excellence ont aussi été données aux filles défavorisées. C'est Sylvestre. Une fois de plus, la jeune féminine est à l'honneur à la Maison de la Femme de Ouagadougou. D'abord, c'est la CEDEAO qui offre 39 millions de francs CFA à la Fondation Rama pour venir en aide aux femmes victimes de fistules obstétricales. L'organisation ouest-africaine a ensuite octroyé des bourses d'excellence aux jeunes filles issues de familles défavorisées. C'est 250 000 par an et nous les accompagnons pendant toute leur formation. Et ces bourses-là sont données après un processus de sélection dans toutes les régions du pays, les 28. Il y a un suivi également parce que, comme vous le savez, nous sommes engagés dans un programme ambitieux de promotion des jeunes filles. Jusque-là, le ministère a travaillé sur la promotion de la femme. Maintenant, nous voulons mettre un focus particulier sur les jeunes filles. Et cela consiste essentiellement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin au niveau de ces filles-là, celles qui sont formées, qui ont déjà des aptitudes sur le plan professionnel. Nous leur donnons donc un accompagnement. La sortie de la 5e promotion du centre de formation professionnelle de la Maison de la Femme marque enfin l'apothéose de cette cérémonie. C'était 20 sur 3 années, par des cours théoriques, pratiques, et renforcés par un stage dans les ateliers des maîtres de la classe. On a appris la broderie. On a appris à faire le tricot, le crochet et l'art culinaire.
Quant à la marraine de la cérémonie, Somkieta Traoré, directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, elle a exhorté chacune des bénéficiaires à faire bon usage de ce qu'elle a reçu. Toutes nos excuses pour les qualités sonores des sons qui vous ont été proposés donc dans ce reportage. Et puis, c'est le grand départ de Fitini Show 2014 à Bobo-Dioulasso. La manifestation de vacances des tout-petits fera le tour de plusieurs provinces. L'objectif cette année, éduquer la jeunesse à la culture citoyenne pour la préservation de la paix. Ibrahim Gikma. Dans les faits, c'est cet événement qui marque le top de départ des activités récréatives à Bobo-Dioulasso pendant les vacances scolaires, le lancement de Fitini Show. Et pour cette 15e édition, le Théâtre de l'Amitié a encore refusé du monde. Je voudrais spécialement remercier en tout cas son excellent monsieur le président de l'Assemblée nationale pour tout le soutien qu'il apporte donc à cette manifestation. Le thème de notre 15e édition, bien sûr, c'est pour valoriser la paix et la cohésion sociale. Le spectacle d'ouverture campe le décor, une chorégraphie intitulée « Conservons la paix ». Et sous le regard admiratif du public et des invités de marque, dont Madame Mariam Jeannette Ouattara, épouse du président de l'Assemblée nationale, les différentes disciplines en compétition se mettent en branle. Sketch, playback, ballet, élection Miss. J'ai vu la soirée belle, les enfants ont beaucoup dansé et puis beaucoup chanté. L'année prochaine, on va revenir encore. La menace tant redoutée par les organisateurs de spectacles en ces temps de pluie se met en la danse. Surprise, la cuvette du Théâtre de l'Amitié garde son monde. Oui, de mémoire d'animateur, c'est la première fois que je vois ça. Généralement, quand il y a une pluie, le public sort. Mais là, c'est extraordinaire parce que le public est encore plus chaud malgré cette pluie-là. Tout au long de ces vacances, les grands centres urbains du pays vont vibrer au rythme de cette manifestation culturelle. La finale nationale est prévue pour se tenir le 21 septembre prochain. Dans l'esprit des organisateurs de ce festival, Fitini Show veut dire le show réservé aux tout petits. Mais manifestement, et comme vous le voyez derrière moi, il n'y a pas que les enfants qui s'amusent à Fitini Show. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.